Bon, d'une façon subjective, disons abstraite, d'abord, la résistance, pour moi, c'est les limites données par des individus aux méthodes de domination d'un système ou d'une société. La société doit connaître ses limites pour éviter les abus, pour éviter les dérives. Et les limites, ce sont les résistants. Et malheureusement, lorsque une société dominante, une société autoritaire est confrontée à de la résistance, au lieu d'intégrer cette résistance de façon à évoluer et de façon à ne pas commettre les erreurs qui lui sont reprochées, elle utilise la répression, la récupération, disons, financière ou la récupération tout court. Et de cette façon, elle ne peut pas évoluer. Mais en même temps, elle se renforce. Ça permet de renforcer les moyens de la police, de la justice, et puis on connaît la théorie des boucs émissaires. Elle transforme une partie de la population résistante en bouc émissaire. Et pour répondre à la question, dans mon parcours, la résistance a signifié pour moi rester vivant. Attaquer les banques, c'était pas une fin en soi, c'était une stratégie pour aller plus loin. Et par la suite, je ne sais pas ce qui serait passé si on avait eu la chance d'échapper à la police. Mais en tout cas, je me souviens, on était dans la peau d'Indiens sur le chemin de la guerre. Il s'agissait de se venger, de bouger, de faire la guérilla en Europe. On était des avant-gardistes. La voix que l'on vient d'entendre est celle de Jacques Fazel, interrogé en 1998 par Frédéric Piffer dans l'émission Toile de son. Jacques Fazel, c'est l'homme qui a donné son nom à la Bande à Fazel, un groupe de braqueurs qui a défrayé la chronique en Suisse romande à la fin des années 70. Entre 1978 et 1979, en effet, les cantons de Fribourg et de Neuchâtel sont le théâtre d'une dizaine d'attaques à main armée spectaculaires, dirigées principalement contre des banques et des bureaux de poste. Elles rapporteront à leurs auteurs plus de 2 millions de francs. Elles sont perpétrées par des individus révoltés qui cultivent des idéaux marxistes ou anarchistes et se proclament révolutionnaires. Jacques Fazel est l'un d'entre eux. Un autre de ces hommes, souvent considéré comme l'intellectuel du groupe, n'a durant de nombreuses années pas hésité à communiquer avec les médias à visage découvert. En 1987, il signe même un livre dans lequel il raconte le parcours qui l'a conduit à la criminalité. Il souhaite aujourd'hui que son identité ne soit plus révélée. Il sera donc évoqué sous le pseudonyme de Maurice. Un troisième comparse, qui faisait également partie du noyau dur de la bande, réclamera quant à lui très rapidement le droit à l'anonymat. Nous l'évoquerons sous le pseudonyme de Serge. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives intitulé « La bande à Fazel, entre idéalisme révolutionnaire et grand banditisme ». Jacques Fazel, Maurice et Serge font connaissance en 1977 à la prison de Bellechasse, dans le canton de Fribourg, où ils purgent tous les trois des peines de prison. Serge est neuchâtelois, il connaît assez tôt un parcours de délinquant. En 1976, alors qu'il est âgé de 23 ans, il est condamné à 4 ans de prison pour l'attaque d'un bureau postal. Jacques Fazel est né le 11 octobre 1952 à Estavayer-le-Lac, dans une famille de 5 enfants, vivant dans des conditions modestes. Il a fait un apprentissage de cuisinier. En 1974, il est condamné par un tribunal militaire à 6 mois d'emprisonnement pour insoumission. Il se définit lui-même comme un révolté, acquis aux valeurs de l'anarchisme. La presse fribourgeoise lui donnera plus tard le surnom de Robin des Bolts, en référence à un terme du patois fribourgeois qui qualifie les habitants d'un quartier de la basse ville de Fribourg. Neuchâtelois comme Serge, Maurice a vu le jour le 25 mai 1952. Élève brillant, il obtient à 22 ans une demi-licence en sciences économiques et sociales. Il traverse alors une période de doute et abandonne ses études. Il se questionne également sur son engagement militaire, comme il l'explique lui-même en 1987. Mon sentiment global, c'est peut-être que c'est dommage que tout cela se soit passé comme ça. Dans le sens que jusqu'à environ 22 ans, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, donc ni avec mon entourage direct, ni avec les autorités. J'ai fait mon armée, j'ai même fait 2 cours de répétition, j'étais à l'université. Donc apparemment, il n'y avait aucune histoire, aucune tension, rien. Et vers les 22 ans,
il y a une sorte de remise en question globale. J'étais mal dans ma peau, je dirais, du fait d'une difficulté de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Donc j'étais un adolescent qu'on pourrait qualifier de retardé. Et j'ai donc arrêté l'université, puisque je ne comprenais plus bien pourquoi j'étudiais. J'ai arrêté un travail, parce qu'en même temps que j'étudiais, j'avais un temps partiel dans une entreprise horlogère. Et puis, j'ai commencé à rénover la vieille maison dans laquelle j'étais né. Et il s'agissait de faire un 3e cours de répétition et aussi une école de caporal. Et je me sentais pas capable de recommencer cette chose qui pour moi n'avait plus de sens, cet apprentissage de la guerre, de la violence, et j'ai refusé d'y aller. Et c'est là que mon dérapage social a véritablement commencé. Son refus de servir lui vaudra le 1er décembre 1976 d'être condamné par le tribunal militaire à 5 mois d'emprisonnement. La liste des braquages de la bande à Fazel est impressionnante. Le premier d'entre eux a d'ailleurs connu une issue dramatique. Ils se sont succédés à un rythme parfois effréné et ont été pour certains perpétrés dans des conditions pour le moins rocambolesques. 2 octobre 1978 à Villars-sur-Glâne. La bande à Fazel s'en prend à des convoyeurs de fonds à l'entrée d'un supermarché dans lequel se trouve une succursale bancaire. L'un des convoyeurs est tué. Le butin est dérisoire, 1103 francs et 40 centimes. Maurice niera toujours sa participation à cette attaque, tandis que Jacques Fazel affirmera n'y avoir joué que le rôle de chauffeur. 4 jours plus tard, le 6 octobre, la bande s'attaque à la poste de la Coudre, dans le canton de Neuchâtel. Elle fait cette fois-ci main basse sur 57 750 francs. Le 23 novembre, Jacques Fazel est capturé par la police. Cette arrestation ne va cependant pas freiner la détermination de ses complices. 4 jours plus tard, en effet, ces derniers s'attaquent à un train postal qui amène le courrier du Val-de-Travers par les gorges de la Reuse. Embarqués à bord du train, les voleurs tirent la sonnette d'alarme à proximité d'un tunnel, tandis qu'un complice venu en voiture les rejoint. Ils ouvrent la porte du wagon postal, assaillent les 2 gardiens, mais ne trouvent pas l'argent espéré. Ils s'emparent de quelques sacs contenant des montres et des bijoux avant de prendre la fuite. Les voleurs décident de trouver le plus rapidement possible une nouvelle cible. Le lendemain même, le 28 novembre, ils braquent l'office postal de Haute-Rive, menaçant et dévalisant le buraliste en fonction. 107 000 francs s'envolent ainsi dans la nature. La police est en alerte, les contrôles se multiplient. Les photos de Maurice et Serge sont diffusées dans les médias. Maurice prend la fuite à Paris, Serge choisit également la cavale. La bande à Fazel entre en sommeil. 7 mois plus tard, en juin 1979, Jacques Fazel s'évade de la prison de Tavel. La bande se réorganise. Le 6 décembre 1979, Fazel et un complice s'en prennent à une succursale de la Banque de l'État de Fribourg à Courtepin. Ils se rendent en début de soirée au domicile du gérant de la banque. Leur plan ? Séquestrer ce dernier et le ramener sous la contrainte à Courtepin pour se faire ouvrir le coffre. Ce qu'ils ignorent, c'est que le gérant n'avait pas prévu de rentrer directement chez lui après sa journée de travail. Arrivé sur les lieux, il ne trouve que son épouse et son enfant. Dans un article de La Liberté du 13 août 1981, le journaliste François Morvan évoque cette soirée qui se déroule dans des conditions assez surréalistes. Jusqu'à l'arrivée du gérant, vers minuit, les 2 hommes restent avec la femme de celui-ci. Masqués et armés, mais courtois, témoigne-t-elle. On passe la soirée au salon en discutant littérature. Jacques Fazel indique même à son involontaire hôtesse une recette pour se calmer les nerfs. À l'arrivée du gérant, la conversation sur les systèmes de sécurité de la banque se poursuit jusqu'à 5 heures du matin, car la chambre forte de la banque est protégée par un système d'horloge automatique et elle ne peut être ouverte que vers 7h30. La bande emmène le gérant, ouvre la chambre forte et dérobe un peu plus de 360 000 francs. Et l'on téléphone à un voisin, le priant d'aller délivrer la femme du gérant, attachée à un radiateur, au moyen d'une menotte qui était fixée à l'une de ses chevilles. « C'est la seule solution que l'on a trouvée pour que je puisse m'occuper de la petite », déclare la gérante, car les bandits ont poussé les soins jusqu'à mettre le bébé dans un parc près de sa mère.
Cette veillée de prise d'otage, où Fazel et son complice apparaissent sous les traits de gentleman cambrioleurs, contribuera à la création de la légende de Robin des Bolts, tout comme y contribuera le dernier au fait de la bande qui se produit juste avant Noël, le 20 décembre 1979. Les truands visent cette fois-ci rien de moins que la poste principale de Neuchâtel. Comme celle-ci se trouve à proximité du lac, ils arrivent sur les lieux en hors-bord. Après le braquage, ils rejoignent leur embarcation qu'ils abandonnent à Haute-Rive où une voiture les attend. Cette attaque, digne d'un film de James Bond, rapporte à la bande un butin de 700 000 francs. 3 jours plus tard, le 23 décembre, Jacques Fazel est à nouveau arrêté. Maurice et Serge échappent au filet de la police et prennent la fuite vers la France. La bande à Fazel a vécu. Plus tard, Fazel, Maurice et Serge ne cesseront de le répéter, le gain n'était pas la motivation première de leurs actions délictueuses. Mais que recherchaient précisément ces hommes en braquant des bureaux de poste et des banques? Un lien unit Jacques Fazel et Maurice. Ils se sont tous deux retrouvés en prison pour objection de conscience, et tous deux considèrent que cette peine est totalement injuste et injustifiée. Le sort réservé aux objecteurs de conscience est à leurs yeux symptomatique d'une violence d'État qui rejette et punit ceux qui ne s'alignent pas sur ses valeurs. Écoutons Maurice, qui s'exprime à ce sujet en 1987 au micro de Jacques Beaufort. En fait, ces 150 journées de prison ont désorienté complètement votre existence. Oui, tout à fait. Il y avait un objecteur qui m'a précédé qui s'est suicidé en prison. Donc on ne se rend pas compte à quel point quand vous passez des dizaines, voire des centaines de journées dans un lieu fermé et que vous ne savez pas pourquoi, on n'arrive pas, je crois, les autres gens n'arrivent pas à se rendre compte à quel point c'est nocif. Et que, surtout, ça m'a coupé des autres. Donc, coupé de mes amis, coupé de ma famille, coupé de mes profs, parce que je me disais, ils ne peuvent pas m'aider. Donc, ils m'ont tous laissé aller dans ce lieu qui, pour moi, est abominable. Pour Jacques Fazel également, l'expérience de Bellechasse a joué un rôle dans son passage à l'acte. Tout au long de sa vie, l'homme va vouer au système carcéral une haine tenace. Non, la prison n'est pas capable de réinsérer des gens. C'est pas possible de réinsérer des gens entre quatre murs physiques et entre 4 murs humains, c'est-à-dire le maton, le flic qui nous a mis en prison, le juge qui nous juge, et l'assistant social ou l'éducateur qui veut nous réinsérer ou qui gagne surtout son salaire. Donc la prison n'est pas faite pour réinsérer, elle ne se donne pas les moyens. La prison est un moyen, un engin de guerre pour faire taire les opprimés, pour faire taire ceux qui voudraient, parmi les ouvriers, parmi les précaires, se révolter, et aussi un petit peu punir les révoltes interindividuelles qu'il peut y avoir dans notre société criminogène. Mais en aucun cas, elle permet de réinsérer. La réinsertion, je l'ai faite à l'extérieur. À partir du moment où la prison n'a pas été capable de me transformer en légume. À entendre Maurice et Jacques Fazel, la prison a achevé de faire d'eux des révoltés sociaux. À travers leur braquage et leur hold-up, ils expriment leur colère et leur soif de vengeance envers un système brutal et liberticide. Mais ça n'est pas tout. Au moment du procès de la bande à Fazel, qui aura lieu en 1985, un impressionnant stock d'armes, de munitions, d'explosifs, de faux papiers, de plaques minéralogiques est présenté au public. La police a également découvert toute une série d'appartements et de garages clandestins. À quoi était donc destiné cet arsenal de guerre et ces caches qui semblent dépasser les besoins d'une classique organisation criminelle? On ne peut s'empêcher de penser aux groupes de lutte armée actifs depuis le début des années 70 et qui continuent à terroriser l'Europe à l'époque où Fazel et ses comparses commettent leurs attaques. Les Brigades Rouges en Italie et la Fraction Armée Rouge en Allemagne, mieux connue sous le nom de Bande à Bader. L'histoire du terrorisme en RFA est déjà longue. Andreas Bader s'est manifesté pour la première fois en avril 1968, en mettant le feu à 2 grands magasins de Francfort. Bader et ses amis, déçus par l'échec du mouvement étudiant, avaient en effet décidé à ce moment-là que le terrorisme était le seul moyen de changer la société. La bande à Bader n'hésite pas, en 1972, à faire exploser 2 bombes au quartier général américain à Francfort. 2 morts, 14 blessés.
D'autres explosions et attentats font encore 20 morts et 88 blessés. Ils se mettent à cambrioler des mairies pour s'emparer de cartes d'identité, de passeports, de tampons. Ils se mettent également à cambrioler des banques pour se procurer de l'argent afin d'entretenir leur organisation clandestine qui, entre-temps, est passée de 4 ou 5 individus à une trentaine. Dans l'esprit de la fraction Armée Rouge, il s'agit exclusivement d'actions politiques. Ils ne volent pas les banques pour dilapider l'argent dans les casinos ou pour s'amuser. C'est bien pour leur organisation politique, pour se donner les moyens de leur politique, qu'ils volent des banques. De la même façon, quand ils ont des rencontres avec la police et qu'ils se tirent mutuellement dessus, la plupart du temps, c'est eux qui tirent les premiers, et quelquefois c'est aussi la police qui tire la première. Ça peut passer pour du banditisme, et d'un certain côté, c'est effectivement du banditisme, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit de motivation politique au départ. Il s'agit de faire la révolution, et la révolution, c'est pas un dîner de gala, comme disait Mao Tse-tung, qui est l'un de leurs penseurs préférés. L'archive que vous venez d'entendre est extraite d'un entretien datant de 1972 avec l'historien Émile Marensin, auteur d'un ouvrage sur la fraction Armée Rouge. Comparer les méthodes d'action et les objectifs de la bande à Fazel avec ceux de la bande à Bader, n'est-ce pas aller trop loin? Laissons la parole à Jacques Fazel. Dans l'entretien qu'il accorde en 1998 à la radio romande, il se montre assez explicite. Attaquer les banques, ça faisait partie d'une stratégie. Bon, on sortait de l'époque Bader-Meinhof, les Brigades Rouges, les Tupamaros, et à 20 ans, on pensait que la révolution allait survenir. Mais ça ne nous suffisait pas, à mes amis et à moi, de laisser cette civilisation s'écrouler d'elle-même. On avait une rage, c'est vrai, on avait une rage. Et cette rage, d'où elle venait, qu'importe. Elle avait aussi des origines sociales. Et la stratégie, c'était d'attaquer les banques pour avoir de l'argent, et ensuite pour financer des projets autogestionnaires. Ce qui s'est passé dans une faible mesure. Un tiers de l'argent qu'on a pu récupérer dans les banques et dans les postes a été distribué à des groupes de théâtre antinucléaires ou radiopirates. Le reste a été utile pour survivre en cavale, pour se payer des appartements, les papiers, etc. Donc attaquer les banques, c'était pas une fin en soi, c'était une stratégie pour aller plus loin. Et par la suite, je ne sais pas ce qui serait passé si on avait eu la chance d'échapper à la police. Mais en tout cas, je me souviens, on était dans la peau d'Indiens sur le chemin de la guerre. Et il s'agissait de se venger, de bouger, de faire la guérilla en Europe. On était des avant-gardistes. Mais à l'époque, on vivait une période, c'est vrai, de groupuscules suicidaires. Et j'en étais. Et par chance, on n'en est pas mort. Faire la guérilla en Europe. S'identifier à des groupuscules suicidaires. La référence aux groupes terroristes de la gauche radicale est sans équivoque, même si les redistributions du produit des vols à des associations de théâtre ou des radiopirates semblent des objectifs plutôt inoffensifs. Mais comme se questionne lui-même Jacques Fazel, si lui et ses amis avaient été en capacité d'aller plus loin, s'ils avaient aussi été mieux préparés, plus professionnels, seraient-ils passés à la deuxième phase du programme révolutionnaire, à savoir la déstabilisation de l'État via des actions terroristes encore plus violentes? Mais revenons à notre récit. Après la deuxième vague de hold-up de 1979, nous l'avons dit, Jacques Fazel est arrêté à Genève. Maurice et Serge, eux, sont en cavale. Fazel s'est déjà évadé une fois. Il a acquis en prison un statut d'agitateur. Il sera dès lors déplacé d'établissement en établissement. Soumis à l'isolement dans une prison de Berne, il entamera une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. En juillet 1981, alors qu'il est incarcéré au pénitencier de Bochu, il se fait la belle pour la deuxième fois. Cette évasion a lieu 3 semaines seulement avant l'ouverture de son procès qui doit se tenir à Fribourg. Le procès a tout de même lieu. Jacques Fazel sera condamné par défaut à 20 ans de prison par le tribunal de la Sarine, présidé par le juge Pierre-Emmanuel Esseva. La deuxième cavale de Fazel durera 8 mois.
On pense l'homme enfui en Espagne, mais c'est à Paris qu'il sera retrouvé et arrêté le 6 mars 1981 lors d'un contrôle d'identité qui dégénère en fusillade. Un policier est blessé. Le Fribourgeois est également assez grièvement atteint au bras et à la jambe. Des blessures qui le cloueront durant plusieurs mois à l'hôpital. La Suisse fait alors une demande d'extradition. Les avocats de Fasel s'y opposent. Selon eux, leur client peut être considéré comme un réfugié politique. Maître Auerbacher, qui compte parmi les avocats de Fasel, s'en explique. Jacques Fasel est un personnage qui, ayant refusé le service militaire en Suisse et donc passé à la soumission, a pris conscience politiquement de ce qu'était le capitalisme et que par rapport à ce capitalisme et vu les moyens en Suisse qui existaient, a décidé, comme il l'appelle, de faire de l'expropriation, c'est-à-dire que tout ce qu'il a pu faire n'ont été à l'encontre que de banques ou de grands magasins, supermarchés ou même de postes, simplement non pas pour lui-même, il n'a jamais profité monétairement des sommes qu'il a pu récupérer, mais il a financé ce que le capitalisme ne veut pas financer, c'est-à-dire aussi bien des journaux libertaires que des groupes de théâtre, que tout ce genre de choses, et que pour lui-même il n'en gardait rien. Jacques Fasel, c'est le militant anarchiste tel que tous les théoriciens, si on peut dire théoriciens de l'anarchie, l'ont défini, c'est-à-dire que la récupération monétaire s'exerce, sans jamais faire de mal à qui que ce soit d'ailleurs, la récupération monétaire s'exerce pour financer ce que le capitalisme n'est pas capable de financer. Bon, par rapport à ça, je crois que la Suisse la Confédération helvétique a été complètement consciente que c'était un prisonnier politique, puisque elle a tout fait, à la fois dans sa détention, dans les conditions de détention, dans les conditions de sa défense et dans les conditions aussi de son jugement, pour montrer que c'était un ennemi politique. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé, il a demandé l'asile politique en France, pensant qu'en France, bon, vu le gouvernement actuel est vu depuis le 10 mai, un anarchiste se revendiquant anarchiste a peut-être la possibilité de vivre tranquillement en France. En évoquant le 10 mai, l'avocate fait référence à l'élection à la présidence française de François Mitterrand un an plus tôt. Les avocats espèrent que la demande d'asile de Fasel sera jugée d'un œil plus favorable par un gouvernement socialiste. Du côté suisse, cette demande d'asile politique est considérée comme farfelue par le juge Esseva, celui-là même qui a condamné Fasel à 20 ans de prison. Alors Jacques Fasel a été condamné par le tribunal criminel de l'arrondissement de la Sarine le 12 août 1981. Il a été condamné pour brigandage qualifié, vol par métier, délit manqué de vol, abus de confiance, recel, dommage à la propriété, escroquerie, séquestration, violation de domicile, transport et dissimulation d'explosifs, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation des règles de la loi sur la circulation routière, ivresse au volant, vol d'usage, tentative de vol d'usage, usage abusif de plaques et infraction à l'article 85, chiffre 3 de l'OCE, et enfin, vol d'usage de bateau à une peine de 20 ans de réclusion sous détention de 204 jours de détention préventive subie. L'asile politique, alors là, permettez-moi d'avoir un sourire, parce qu'enfin, en ce qui concerne le jugement qui a été rendu en Suisse, ou à Fribourg, il l'a été à la suite de faits bien précis, reconnus d'ailleurs par Fasel. Si Fasel demande l'asile politique en prétextant que les prisons suisses exercent parfois des violences sur les détenus ou que les geôliers exercent des violences, vous me permettrez là encore de sourire. Fasel a certes été détenu quelque temps seulement dans une prison de haute sécurité. Je pense que ça n'était pas sans raison. Vous avez remarqué que lorsque Fasel a quitté la prison de haute sécurité de Bochu, ou du moins l'étage qui paraît lui être réservé, il en a profité pour s'enfuir assez rapidement. Je puis en tout cas affirmer qu'aucune violence physique ni psychique n'a été exercée sur Jacques Fasel. Robin des Bolts, un détenu de droit commun, c'est pour vous une évidence? C'est une évidence. Le détenu s'appelle Jacques Fasel et non pas Robin des Bolts, comme un journaliste le laissait entendre avec un petit sourire en disant que Robin des Bolts, au fond, c'était un peu le symbole d'une minorité silencieuse dans le canton de Fribourg. Je pense que
cet article était très amusant, mais que, s'agissant de Jacques Fazel, il vaut mieux peut-être ne pas trop s'amuser. La chambre d'accusation de Paris rejoindra l'avis du juge Esseva. Selon elle, les actes commis par Fazel portent atteinte à la sûreté des biens et des personnes et relèvent uniquement du droit commun. Mais Fazel devra encore purger en France une peine de prison pour coups et blessures à agents de la force publique. Il ne sera extradé vers la Suisse qu'en septembre 1984. Qu'est-il arrivé pendant ce temps aux autres complices de Jacques Fazel ? Il est difficile de connaître le parcours de Serge durant sa cavale. L'homme restera toujours discret et ne se confiera jamais par la suite aux médias. On en sait par contre davantage sur Maurice. Après l'attaque de l'office postal de Neuchâtel en décembre 1979, il se rend à Paris où il vivra dans une semi-clandestinité. Dans son livre, Maurice évoque longuement sa vie dans la capitale française. Il raconte qu'il consacre beaucoup de temps à jouer aux échecs, mais il va également suivre une thérapie connue sous le nom de micropsychanalyse, une technique thérapeutique parallèle à la psychanalyse classique. Les séances sont particulièrement longues, elles durent 3 heures, et elles ont lieu 5 fois par semaine. Ce régime extrêmement soutenu lui permettra, écrit-il, de pouvoir enfin faire la part des choses entre sa révolte sociale et celle issue de ses traumatismes personnels. Cette cavale introspective et intellectuelle va s'achever un matin d'avril 1981, un mois après l'arrestation dans la même ville de Jacques Fazel. Maurice devait être depuis quelque temps dans le collimateur de la police française. Il est arrêté en pleine rue. Le 23 juillet, après avoir passé 3 mois à la prison de Fresnes, Maurice est extradé en Suisse. Le 11 novembre de la même année, c'est au tour de Serge d'être appréhendé dans la station balnéaire de la Grande Motte, dans le sud de la France. Les 3 principaux instigateurs de la bande à Fazel sont enfin sous les verrous. Le 2 octobre 1985 s'ouvre à Fribourg le procès de Jacques Fazel, de Maurice et de Serge. Pour Jacques Fazel, il s'agit d'un second procès après celui qui l'a déjà condamné par défaut à 20 ans de réclusion. Dans la capitale fribourgeoise, d'importantes mesures de sécurité ont été mises en place. Les accusés sont débarqués de leurs fourgons cellulaires les uns après les autres. Jacques Fazel, vêtu d'un pull en laine bigarré et le visage barré d'une large moustache, apparaît très amaigri. Maurice ne semble pas impressionné par les appareils photos et les caméras braquées sur lui. Quant à Serge, il se cache le visage derrière un exemplaire du Canard enchaîné. Le procès est présidé par le juge Pierre-Emmanuel Esseva, qui a déjà jugé Fazel en 1981. C'est lui qui a également instruit toute l'affaire. Cette double fonction, autorisée par le droit pénal fribourgeois, sera dénoncée par les avocats des accusés. Pour ces derniers, Pierre-Emmanuel Esseva est à la fois juge et partie. Une situation à leurs yeux contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Le procès va durer plus d'1 mois. Le 6 décembre 1985, à 18h, le verdict tombe. Jacques Fazel écope de 14 ans de réclusion, Serge de 12, tandis que Maurice est condamné à 10 années de prison. Comme l'a décrit un journaliste de La Liberté qui a assisté au procès, l'ambiance dans la salle du tribunal est surchauffée. Le lourd verdict rendu par le tribunal criminel de la Sarine a presque provoqué une émeute dans la salle, en majorité composée de supporters du Robin des Bolts. Pouvoir, le peuple aura ta peau, à bas les flics, salauds! Maître Jean-Pierre Garbade a tendu un bouquet de fleurs à son client Jacques Fazel. Tiens, c'est Saint-Nicolas. 2 autres bouquets ont été lancés au président Pierre-Emmanuel Esseva par dérision. Vive l'anarchie! A lancé Fazel, le poing levé vers le public. Les 3 accusés ont été rapidement emmenés sous bonne escorte. Serge B et Maurice N sont restés très calmes et très dignes. Les accusés sont condamnés pour brigandage qualifié, vol et recel. Le tribunal s'est refusé à accorder une dimension politique aux exactions du groupe. Jacques Fazel avait lui-même reconnu 6 hold-up. Le meurtre du convoyeur lors de l'attaque contre le centre commercial de Villars-sur-Glâne ne sera imputé à aucun des 3 accusés.
Une attaque perpétrée en février 1979 dans un office postal du quartier de Chaudron à Lausanne et qui avait également coûté la vie à une personne avait longtemps été mise au crédit de la bande à Fasel. Le tribunal de la Sarine a finalement également abandonné cette charge. Jacques Fasel et ses avocats vont pourtant remettre en question ce jugement et ils auront gain de cause. Le jugement contre Fasel sera cassé le 1er décembre 1986 par le tribunal cantonal qui a reconnu le caractère problématique de la double casquette de Pierre-Emmanuel Esséva, juge d'instruction et président du tribunal. C'est une victoire importante pour le détenu. Rejugé par le tribunal de la Gruyère en 1987, la peine de Jacques Fasel sera encore allégée de 2 ans. Avant le procès de 1985, Maurice avait passé 3 ans et demi au pénitencier de Bochu à Orbe. Là, il avait intégré un projet social de la Jeune Chambre économique de Lausanne et avait participé à des actions de bienfaisance en fabriquant notamment des jouets pour les enfants démunis. Il y avait appris le maniement de l'ordinateur et du traitement de texte et surtout, il avait repris ses études en sociologie, interrompues au niveau de la demi-licence près de 10 ans auparavant. En mars 1984, sous haute surveillance policière, il s'était rendu à Neuchâtel pour passer avec succès sa session d'examen de licence. Encouragé et soutenu par ses professeurs, dialoguant avec les aumôniers, collaborant activement à sa réinsertion, Maurice pouvait être considéré comme un prisonnier modèle. S'il est condamné en 1985 à 12 ans de réclusion, il a déjà passé une longue période en détention préventive. Dès le mois d'avril 1986, il va pouvoir bénéficier d'un régime de semi-liberté. En 1987, il publie son livre, ce qui lui vaut de nombreuses sollicitations par les médias. Au mois de septembre 1987, c'est un homme apaisé qui s'exprime au micro de Jacques Beaufort. Vous avez changé beaucoup évolué ? Je crois, oui. Donc j'avais une immaturité, j'avais une sensibilité extraordinaire à la souffrance du monde. Bon, je l'ai toujours, cette sensibilité. Je n'accepte toujours pas l'organisation du monde telle qu'elle est. Ça, vous êtes un révolté. Maintenant, je ne suis plus un révolté. Je l'ai été, c'est vrai. Maintenant, j'essaye de me dire, il y a certaines choses qui, à mon avis, ne vont pas. Il y a d'autres choses qui vont. Alors, mon problème actuel, c'est de m'insérer dans un lieu où je pourrais être utile et ne pas seulement critiquer donc ce monde qui ne va pas. Être utile, voilà le but que recherche désormais Maurice, même s'il ne sait pas encore précisément dans quel domaine il souhaite se lancer. Maurice revient à la vie civile au début des années 90. Va-t-il enfin trouver la voie de sa réhabilitation ? Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de votre actualité régionale quotidienne. Mystérieux enlèvement hier à Denon, près de Morges, dans le canton de Vaud. Un jeune industriel d'une 30aine d'années, cadre chez Castelin, société de soudure, a été victime de 2 ravisseurs armés et cagoulés. 2 ravisseurs dont on ignore encore la nationalité, mais 2 ravisseurs connus des services de police et ayant un casier judiciaire chargé. Je crois que dans cette affaire, il reste quand même un certain nombre de points d'interrogation en suspens. L'industriel a réussi à fausser compagnie aux 2 malfrats, mais en France. Alors, comment ont-ils pu franchir tous les 3 la frontière ? Et puis, le mobile est-il bien la rançon, comme on le pense ? On a articulé en chiffre déjà 200 000 francs, mais 200 000 francs suisses ou français. Le récit d'histoire, Catherine Lavanchy. C'est donc ici, dans sa maison, que ce jeune industriel vaudois a été enlevé hier soir. Il était 23h. 2 hommes masqués l'attendaient chez lui après avoir, semble-t-il, ligoté la gouvernante. Les 2 hommes ont contraint l'industriel à monter dans sa propre voiture, une Alfa noire. Et d'après certains témoignages, l'industriel se serait défendu puisque des traces de sang auraient été découvertes dans le garage. Diffusée dans le téléjournal du 11 avril 1991, cette annonce sera rapidement suivie de nouvelles informations. Christophe Wassermann, l'industriel enlevé, a réussi à fausser compagnie à ses ravisseurs non loin du village où il devait être séquestré, en France voisine, au-dessus de Thonon-les-Bains. On apprend également que l'un des 2 ravisseurs a été arrêté et que son complice a pris la fuite. Cet homme n'est autre que Maurice. Pour tous ceux qui avaient cru en sa réhabilitation et qui avaient soutenu l'homme dans ses démarches pour se reconstruire une vie, la surprise est de taille et la déception amère. Maurice restera à nouveau plusieurs années en cavale. Il est appréhendé en 1995, jugé en 1998 et finalement condamné à 12 ans de prison.
Bénéficiant d'un régime de semi-liberté dès 2002, il témoignera plusieurs fois à la télévision sur des thématiques liées à la détention. Sa dernière apparition à la télévision date de 2014. Depuis, il semble plutôt rechercher l'anonymat. Qu'est devenu de son côté Jacques Fazel ? En 1986, alors qu'il purge sa peine, Jacques Fazel crée l'Association de défense des prisonniers suisses, une cause qui ne cesse de lui tenir à cœur. Un an plus tard, il publie un recueil de textes rassemblés sous le titre « Droit de révolte ». En mars 1988, à quelques mois seulement de sa mise en liberté provisoire, il s'évade pour la 3e fois. Cette 3e cavale durera 6 mois. Le 28 septembre 1988, il est arrêté dans le sud de la France et extradé vers la Suisse en mai de l'année suivante. Jacques Fazel sera libéré en août 1991. Le cycle infernal exaction, arrestation, évasion, cavale, qui a constitué son existence durant 23 ans, s'arrête enfin. Durant quelques années, il sera actif au centre anarchiste Espace Noir à Saint-Imier. Devenu adepte des structures collectives et de l'autogestion, il vivra dans un squat à la Chaux-de-Fonds. Puis il renouera avec son métier de cuisinier en reprenant au bord du Doubs la gestion d'une auberge un peu particulière. C'est là que la télévision suisse romande le retrouve en 2004. Ça peut paraître paradoxal, un anarchiste a une vie essentiellement sociale, mais comme j'avais envie de me retirer dans la nature et ouvrir un lieu de vie, j'ai trouvé le restaurant du Châtelot. Et dans ce lieu, je peux accueillir des gens avec une économie restreinte, une économie de pénurie. C'est un moyen de me ressourcer. En bon fils de Bakounine, Jacques Fazel déteste la hiérarchie et prône le coopératisme. Une cinquantaine de sympathisants à ses idées ont donc formé une coopérative et l'ont choisi il y a 7 ans pour gérer cette auberge, une halte encaissée au fond du Doubs, à 45 minutes à pied du village des Planchettes. Au début de mon installation ici, les gens de la région se méfiaient de moi-même, se méfiaient de mes amis, se méfiaient des plaques vaudoises, des plaques genevoises, des plaques zurichoises, en pensant qu'on allait organiser des complots anarchistes, terroristes. Et puis après les années, je crois que mes amis sont acceptés. Les différences culturelles sont gommées ici, parce que les discussions le lieu est tellement petit, sont presque obligatoires entre les gens. 15 ans plus tard, au mois de mai 2019, le livre de Jacques Fazel, Droit de révolte, est réédité. À cette occasion, l'homme est invité dans les studios de radio de la matinale de la RTS. 30 ans après, je reste, si vous voulez, rebelle. À l'époque, nous étions des révoltés parce que nous agissions en réaction. En réaction à quoi ? Nous agissions en réaction au capitalisme, à la société autoritaire. Et à l'heure actuelle, je réagis moins, j'agis. En sortant de prison, j'ai compris que l'action est plus efficace que la réaction. Et les jeunes, à ma sortie de prison, qui manifestent pour les mêmes raisons que nous contre le capitalisme, mais beaucoup plus collectivement contre les forums européens et mondiaux de la richesse capitaliste dans le monde, font des choses aussi efficaces, voire plus efficaces que nous, sans martyrologie, sans vedettariat, et avec des actions beaucoup moins spectaculaires. Nous sommes le changement. L'attente a trop duré. À 69 ans, Jacques Fazel considère aujourd'hui l'action collective plus pertinente que celle qu'il a menée voilà 40 ans. Il se sent proche des mouvements alternatifs anticapitalistes et des militants pour le climat qui prônent la désobéissance civique. S'il dit avoir renoncé à la violence, il n'a pas renoncé pour autant à la révolte. Les victimes de la bande à Fazel ont elles aussi fait part de leur révolte, notamment au moment de la parution des livres de Jacques Fazel et de Maurice en 1987. Alors que les deux hommes se retrouvent une fois de plus au centre de l'attention médiatique, elles ont l'impression que leur souffrance n'est pas écoutée. Dans un article de La Liberté le 17 juin 1987, intitulé « Les victimes oubliées », le journaliste Roger de Disbar évoque la situation de l'épouse du convoyeur tué lors de l'attaque du supermarché de Villars-sur-Glâne, que le drame a profondément atteint dans sa santé. Mais aussi les traumatismes des employés de banque et des guichetiers de poste souffrant de dépression et parfois contraints à quitter leur emploi.
La dimension souvent rocambolesque et romanesque de l'aventure de Jacques Fazel et de ses comparses ne peut en aucun cas effacer les conséquences de leurs actes. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 Archives, un podcast proposé par les archives de la RTS, écrit par Sophie Meyer, réalisé par Rodolphe Beauchot, avec les voix de Sophie Richard et de Simon Maté-Doré. Retrouvez l'intégralité des archives entendues au cours de ce récit sur le site rts.ch/archives.